En ce mercredi matin d'un mois de février, il fait un peu froid, mais ça va. Hein, on a une bonne journée quand même, hein, je pense. On va venir récupérer la 1300 GSA directement chez Elise 69. Hein, c'est la concession où on était venu déjà acheter la M1000 RR. Et bien là, on vient chercher une 1300 GSA. Je suis super content parce que c'est une moto que j'ai jamais eu l'occasion de conduire, la GS. Et là, on est quand même sur un level au-dessus, donc on va aller retrouver Antoine, celui qui vous a présenté la M1000 RR. Et il va vous présenter ce coup-ci la GS 1300, la R1300 GSA. On a pris full équipé, on va vous montrer tout ça, on va vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Allez, c'est parti, on va aller retrouver Antoine qui va nous présenter la 1300 GS qu'on vient d'acheter, elle vient tous d'arriver. Elle est là, ouf. Salut Antoine. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Bon, on se retrouve peu de temps après la M1000 RR. Ah oui. Et nous revoici du coup. Devant cette beauté. Un nouveau modèle, rien à voir, mais qui va nous permettre encore de prendre pas mal de plaisir avec l'outil de base de BMW. Voilà, pour la route, pour le chemin, pour tout ce qu'on veut faire avec une moto. le vaisseau amiral de chez BM. Exactement. C'est exactement ça. Du coup, cette bécane. Ah, tu nous fais une petite présentation comme tu sais bien les faire. Ah bah écoute, dans la continuité. T'as été plébiscité, les gens ils ont dit dans les commentaires, waouh, il s'est trop bien présenté ça. On a fait au mieux, à part ma petite erreur sur le freinage parce que... Il y en avait tellement à dire. Voilà, on a quand même passé un petit moment à présenter cette bécane, et vu que moi je vends 90% de GS parce que c'est ce que BMW fait tout au long de l'année, de vendre des GS, et vu qu'on a toujours été chez Brembo, évidemment, voilà, j'ai oublié de dire que c'était du Nissin sur le M. Ah, est-ce qu'on va parler tout de suite de la taille de cette moto? On peut. Pour toi serait... Moi ça va, ouais, moi on me demande en fait d'être en GS alors que c'est pas forcément le véhicule qui m'attire le plus par rapport à moi, mon style de pilotage et ce que je préfère faire. Oui. Mais par contre en effet, dès que tu dépasses le mètre 85, tout le monde te voit en GS. Oui, bizarrement. Ouais, et puis moi avec mon pauvre mètre 70, jamais de la vie il montera là-dessus, mais justement tu vas nous expliquer que même des personnes de mon gabarit, exactement, entre 1 mètre, allez, on va dire 1m65, à partir d'1 mètre 65, tu peux piloter cette bécane là sans être trop emmerdé. Ouais, on peut se le permettre. En fait, on va avoir plusieurs possibilités au niveau des amortisseurs, soit sur un classique avec juste une gestion électronique comme on connaissait sur les anciennes. Anciennement on avait ce qu'on appelait l'ESA dynamique. Aujourd'hui on l'appelle le DSA, donc ça a un peu changé de nom, les amortisseurs ont changé aussi, ont été revus, un peu plus légers, un peu plus efficaces. La moto est un peu plus dure que ce qu'on avait, on a un peu moins de souplesse, par contre on a des avantages de configuration directement dans les menus. Là pour le coup ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir lui demander en fonction des modes de conduite d'être plus ou moins dur. Si je suis en mode road, en mode dynamique, en mode enduro, alors que sur les 1250 c'était totalement indépendant. Tu pouvais être en mode pluie sur la cartographie moteur et en mode dynamique sur tes amortisseurs. Donc du coup, voilà, là pour le coup, on garde ce principe de pouvoir mettre un mode road, un mode dynamique au niveau de la dureté. Ouais. Mais par contre, tu peux demander si je viens valider tel mode de conduite, tel mode de cartographie moteur, je vais pouvoir avoir quelque chose de plus ou moins dur. D'accord. Donc on va retrouver un petit peu la souplesse qu'on pouvait avoir sur la 1250. On sera quand même un poil plus dur, mais par contre le gros avantage c'est le ressenti. En fait la 1250 avait un défaut, c'était cette sensation d'avoir quelque chose de flou au niveau du train avant. Donc c'était très confortable, mais comme on dit, tout avantage a son inconvénient. Quand c'est trop confort, c'est que tout est gommé. Bah c'est ça. Et en fait aujourd'hui... T'as moins la ressenti en route. Exactement. Et en fait quand tu regardes le T-Sup, là tu vois on va avoir un guidon pour le coup qui va être sur rotule et une lamelle de renvoi de vibration. Donc là le but étant vraiment de pouvoir te redonner un petit peu de feeling. Donc on voit bien là, rotule et lamelle de renvoi de vibration juste ici. Pour vraiment avoir le ressenti du train avant. Donc ça c'est un gros avantage qu'on va avoir par rapport à la 1250, meilleur ressenti. Tu sais déjà un petit peu mieux ce qui se passe sous tes roues. Ouais. Et là pour le coup, évidemment, si tu as plus de ressenti, tu es plus efficace. Exactement. Voilà. Et après, donc on parlait de la hauteur. La hauteur en l'occurrence, tu as la possibilité, c'est pas le cas de celle-ci, on a des amortisseurs sport pour vraiment avoir un débattement beaucoup plus élevé, pour vraiment une utilisation enduro. Cette configuration-là, elle va avoir une option qu'on appelle le correcteur d'assiette adaptatif confort, parce qu'on en a deux, on a le classique et le confort. Donc là c'est une option. Ça c'est une option, tout à fait, les deux sont à 520 €. C'est une option en l'occurrence qui va permettre d'avoir un rabaissement automatique en fonction de ta vitesse. C'est-à-dire que quand tu descends
en dessous des 10 km/h, ta moto s'abaisse de 3 cm et remonte de 3 cm quand tu dépasses les 10 km. Ça te permet de mettre ton pied à plat, Exactement. pas forcément les deux, mais au moins un pied à plat quand tu t'arrêtes au feu rouge ou quoi. En fait, le but, il est simple. Aujourd'hui, c'est avoir une machine qui va te mettre en sécurité au moment où tu vas arriver au feu rouge et où tu vas pas te poser la question de sur quel pied je vais devoir jongler pour pouvoir rester droit sur ma bécane et éviter de me mettre au tas. Surtout qu'elle fait combien? Elle pèse combien? Elle fait 269 kg, il y a 1 kg de différence, toujours tout plein fait. Donc sur une moto qui est haute, quand c'est aussi lourd, c'est là où il faut justement avoir un bon appui. Exactement, on garde toujours nos 30 litres de réservoir. On a une conso mixte qui a été un petit peu revue à la baisse. On était à 5 litres 2 sur la 1250, on est à 4 litres 9 sur les 1300. Ouais, donc on est sous la barre des 5 litres au 100 donc, pour un 1300. Quoi. Là, tu fais tes 500 bornes d'autonomie sans trop de problème. Donc pour celui qui a envie de voyager, celui qui a vraiment une utilisation, ou même celui qui roule tous les jours, qui a moins envie de se faire des arrêts à la station, 500 litres de réservoir, enfin 500 km d'autonomie de réservoir. C'est énorme. C'est énorme. Pour une bécane, c'est énorme. C'est énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment fou. Bah c'est une petite citadine quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une petite réservoir d'une petite bagnole quoi. Donc ça, c'est les gros avantages. Du coup, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on avait le correcteur d'assiette adaptatif, classique et confort. Le confort, la différence par rapport au classique, c'est qu'on a un rabaissement fixe de 2 cm. Ok. Donc en fait, tu as quand même, dans tous les cas, 2 cm de moins, peu importe les configurations. Et tu as quand même ta variation de 3 cm en automatique. Donc tu gagnes 5 cm de hauteur de selle déjà. Exactement. En fait, au plus bas, si on vient associer ça avec du coup la selle base de BMW, qui fait 2 cm de moins, au plus bas, tu peux être à 82 cm de hauteur de selle. Et derrière, nous, on a déjà eu retravaillé encore une fois la selle pour les petits gabarits. Et là, pour le coup, tu peux descendre aux alentours des 79-80 cm de hauteur de selle. Après, il ne faut pas venir creuser plus, parce que le problème, c'est qu'après, tu as vite cette sensation de t'asseoir sur le grill si tu mets la selle chauffante. Après, tu as de la confort. Voilà, c'est pas... Ça grille le cul, parce que tu as mis le chauffage... il y a le chauffage en plus. Ah, bien sûr. Il y a le chauffage... Le chauffage sur les deux selles. Tu peux chauffer ton cul. Pour le pilote... Et pour le passager, je vois qu'il y a le petit bouton ici. Exactement, on a un petit interrupteur, un petit switch à l'arrière. Ça va permettre en fait au passager de créer d'avoir directement la gestion de la chauffe de sa selle, mais indépendamment du pilote. Donc en fait, on va avoir un entre-deux. Et en fait, quand tu vas aller sur le 1 point, tu vas être sur un niveau de chauffe. Là, on est en entre-deux, il n'y a rien qui chauffe. Et 2 points pour le niveau le plus haut. Et là, pour le coup, tout le monde fait sa popote. Ça s'affiche toujours à l'écran quand tu viens valider le truc. Si jamais il y a madame qui se met le chauffage et que toi, tu n'as rien demandé, tu vois quand même que madame a mis le chauffage. D'accord. Ça sert à rien, mais au moins tu sais. Ça sert à rien, mais tu es au courant de tout. Je me suis pas chié dessus ou pissé dessus, c'est juste qu'il y a le chauffage. Non, c'est ça. Non, mais puis après, même, je sais pas moi, tu viens récupérer quelqu'un, tu le poses quelque part, il avait mis la chauffe. Toi, tu vas voir au tableau de bord quand il est parti qu'il y a encore la chauffe et que ça chauffe pour personne. Donc, quitte à faire, autant le dégager. C'est pas quelque chose qui, en termes de fiabilité, tu as un problème de le laisser allumer. Mais bon. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'est comme laisser la lumière dans la cuisine, quoi. Si tu y es pas, tu y es pas. Il y a un autre avantage au fait d'avoir une selle chauffante, c'est pouvoir la sécher aussi s'il a plu dessus. C'est vrai. Ça, on n'y pense pas, mais. Bon, vu que ça va dehors, forcément, ça peut être trempé. Il n'y a rien de plus désagréable de s'asseoir sur une selle mouillée. Ouais, on est bien d'accord. Si tu roules un petit moment. Donc là, avec ce système de chauffage, ça permet ça. C'est des petits plus qu'on a sur ce genre de bécane-là qui sont vraiment agréables à avoir. Pour les grosses évolutions de cette machine, on est toujours dans la continuité. On avait le 1200 et 1250, c'est pas juste 50 cm3 de différence. On a évidemment du gain de puissance, mais surtout l'apparition du shift cam, donc distribution variable. Donc on a 2 profils de cam sur notre arbre à cam pour avoir 2 profils moteurs et avoir un moteur vraiment plein sur tous les régimes. Là en l'occurrence on garde toujours notre technologie du shift cam, par contre on passe de 136 chevaux du 1250 à 145 chevaux et surtout on a le trail le plus coupleux de la production, 149 Nm de couple. Ah oui. Donc là pour le coup tu as quelque chose qui marche très fort. Aujourd'hui pour faire une comparaison on pourrait prendre un Multistrada V4S par exemple. Aujourd'hui, tu as plus de chevaux sur un V4S, mais tu n'as pas autant de couple. D'accord. Donc là, tu as vraiment le véhicule le plus coupleux au niveau trail. Alors après, sans prendre les trails routiers, c'est encore autre chose. Mais sur du vrai trail pur, on sent qu'on a quand même le but d'avoir quelque chose qui permet de rouler au couple et donc d'être économe au niveau de notre réservoir. Ça, c'est la première chose. Et aussi quelque chose qui nous permet de faire du franchissement. Et oui. Le but étant quand même de pouvoir mettre une grosse louche au niveau de la poignée et délester l'avant et pouvoir passer ton rondin de bois ou des machins comme ça.
Donc ça c'est aussi un gros avantage. On garde le shift cam bien évidemment. Donc là on a beaucoup de couple et de souplesse quand on est bas dans les tours. Et on va avoir du coup quelque chose qui va venir se décaler aux alentours des 5000 tours minute pour reprendre en fait l'allonge qu'on connaissait des anciens moteurs. Au final c'est une allonge et un profil d'arbre à cam qui est à peu près pareil que ce qu'on avait sur le 1200. Parce qu'en fait le 1200 était tellement bien au niveau de son allonge que quand ils ont fait le 1250, ils ont gardé cette même allonge. C'était juste une histoire de pallier à la problématique de souplesse dans les bas-tours. Parce que le 1200 avait tendance à brouter un petit peu quand tu étais en ralenti de 2. Ouais. Là, pour le coup, on a un moteur qui ne broute pas. Là, celui-là, il est hyper bien fait. Pour le coup, je précise aussi, c'est à chaque fois une page blanche. Hein. On pourrait croire, quand on a vu l'évolution du 1250 par rapport au 1200, esthétiquement, c'était la même bécane. Oui. Le moteur, c'est une page blanche. Ouais. Ils n'ont pas pris le 1200 et mis une distribution variable et réalisée. En fait, à chaque fois, ils se cassent la tête à refaire un moteur totalement de A à Z. Là, en l'occurrence, on sait d'autant plus pourquoi. Déjà, boîte de vitesse qui est passée en dessous, donc centre de gravité beaucoup plus bas. Les deux culasses sont alignées. Avant, on avait la culasse de droite qui était plus proche de terre. Sur les Boxsters, donc là, on a quelque chose qui est en alignement parfait. Et tu as 1,5 cm de chaque côté en largeur qui a été économisé. Ah oui, en plus. Donc tu as 3 cm de large d'économiser. Alors on les reprend avec les petites excroissances qu'on a ici. Mais pareil, c'est une histoire de gain de poids. Aujourd'hui, on a des pièces qu'on a d'origine, comme les feux longue portée, les feux additionnels qui sont directement intégrés dedans. Exactement. Ça, aujourd'hui, c'est d'origine, comme les poignées chauffantes, etc. Donc en fait, si tu veux, quand tu viens prendre ton poids de série, pour pouvoir proposer une machine qui est au même poids que la 1250 ou légèrement en dessous, vu qu'on a 1 kg de différence, bah, il faut économiser un petit peu de poids sur d'autres choses. Et en l'occurrence, c'est les fameuses tubulures hautes qu'on avait sur les 1250, qu'on a dégagées et qui sont remplacées par cette excroissance. Et en fait, cette excroissance-là, elle te permet d'éviter d'avoir une moto qui fait un tonneau. Oui, ça la bloque. C'est ça. Et ça te permet d'avoir une petite poignée si tu veux. Pour la relever, c'est pas mal. Quand tu as mal aux jambes, tu peux venir poser tes jambes dessus. Faire chauffer les petits mollets. Voilà, exactement. Alors c'est vrai qu'en été, sous 35 degrés, poser tes jambes ici, je suis pas sûr. Non, en hiver, par contre, c'est vachement bien. Ouais, ça doit être sympa. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que c'est jamais vraiment très chaud en plus. Non, ça va. Puis c'est la distrib, ça chauffe surtout par là, quoi. Oui, bah voilà. Voilà, ou de l'autre côté parce que t'as ton collecteur d'échappement. Mais... Et donc du coup en échappement, on est en 2 en 1. Ouais, toujours. J'ai vu. 2 en 1, catalysé, on a l'échappement d'origine, mais ça je vais vous laisser vous en occuper. Oui, on va faire quelque chose. Bah oui, j'espère bien. Mais voilà, et puis après, sinon, pour les évolutions, au niveau des roues, on n'a pas changé, on est toujours sur les mêmes montures de pneus, on est sur les mêmes jantes d'ailleurs que le 1250, on n'a pas de vraie différence. Par contre, on a gagné sur le freinage, je vais faire attention à ce que je dis ce coup-ci. Le freinage... Tu t'es pas planté, hein. Enfin, si, je me suis gouré de marque, mais j'ai donné le bon diamètre de disque. Alors ça va, je me suis dit, le reste était bon. 50%. Là, en fait, on va retrouver quand même du Brembo sur cette machine, mais par contre, on est estampillé BMW. Alors pourquoi BMW et pas le logo Brembo qu'on avait sur toutes les autres machines? En fait, là, pour le coup, on est sur un cahier des charges, pareil, BMW, donc on en revient un petit peu à ce que j'avais dit sur le M1000RR. C'est un peu le même principe, on avait Motorsports qui donnait un cahier des charges à Nissin pour le M1000RR. Là, c'est BMW qui donne un cahier des charges à Brembo pour avoir en fait une efficacité de freinage faite pour ce véhicule-là. Spécifiquement pour ça. Exactement, donc c'est des blocs étriers qui sont spécifiques à cette moto-là et qui sont faites pour sa répartition du poids. Donc là, pour le coup, on a une efficacité de freinage qui est dingue. Comme le M1000RR et comme toutes nos autres motos, toujours le principe d'ABS Pro avec le freinage couplé, etc. Donc ça, pareil, ça fait partie des gros avantages. On en avait parlé un petit peu la première fois. Quand on vient faire un Enduro Park BMW au Château Lastour, en fait, on nous apprend à descendre une butte de terre au frein avant. Parce qu'en fait, le capteur gyroscopique, lui, il prend notre angle comme ça, mais il prend aussi si on part sur l'avant ou l'arrière. Donc en fait, si je descends quelque chose de très abrupt et que je freine que de l'avant, automatiquement, la moto va tout répartir à l'arrière. J'aurais pas besoin de toucher physiquement mon frein arrière. Ça, c'est magique. Hein. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et on retrouve un peu les mêmes principes. C'est d'ailleurs une des nouveautés du 1300 GS et GSA. On a un affichage sport un petit peu comme le M1000RR, en moins énervé. C'est le même écran TFT qu'il y a dessus. Hein. C'est le même écran TFT. Et ça, pour le coup, les seuls modèles où on va pas avoir on va dire le petit écran TFT, même s'il fait déjà une belle taille, ça va être sur nos routières.
Et aujourd'hui, même sur les derniers scooters thermiques, on va avoir la possibilité d'avoir ces grosses dalles en 10-75 pouces. Comme sur les bagnoles. Exactement. Et là, en fait, la seule grosse différence, ça va être au niveau de ton infotainment. Tu vas avoir la possibilité de venir mettre tes informations du trip 1, trip 2 directement sur ton compteur et de lancer directement la carte de ta navigation BMW, mais en faisant du cast en fait, si tu veux. Tu viens caster le truc directement dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le sort de CarPlay. Ouais, c'est ça. Le CarPlay BMW, on va dire. Donc voilà pour ça, on a parlé du moteur, on a parlé des amortisseurs. Évidemment, on a eu quand même des évolutions au niveau du télélever, du paralever, donc cardan et amortissement à l'avant. Parce que déjà, évidemment, si on a une moto qui monte et qui descend, on va avoir besoin d'avoir des amortisseurs qui permettent de faire ce genre de choses-là. Parce que du coup, cette hauteur réglable, ça le fait aussi sur l'avant? Ou c'est que l'amortisseur arrière? Ah oui, c'est les deux qui descendent. Et ça, je peux le montrer. Ah bah vas-y. Si on a la clé par là, voilà, c'est bon, on peut la garder. Il suffit qu'elle soit dans le coin, quoi. C'est ça. En fait, ce que je vais faire, on va venir la descendre. Ouais, donc regardez comme c'est bas. Là, on est en position basse. C'est fou. Donc là, c'est toute la différence. On la voyait vraiment sur sa configuration la plus haute. Ouais. On n'en a pas parlé, mais on en parlait en off. On a maintenant une béquille centrale qui se replie. Parce que sur la 1250, on avait la problématique d'avoir en fait le talon qui se posait dessus. Donc maintenant, on retire cette partie-là. On n'a plus le talon qui vient se poser dessus. Et là, du coup, quand je vais venir l'activer, elle se met à monter. Et là, elle monte à l'avant. Hop là. Et voilà un petit peu. C'est incroyable de voir ça. En fait, j'ai le sourire parce que je pouvais jamais conduire de GS avant, justement à cause de la taille. Et puis j'ai des problèmes sur la hanche à gauche. Et du coup, le fait de voir ça, c'est une accessibilité pour un nombre de personnes incroyables qui n'avaient jamais pu monter là-dessus. Exactement, quoi. Et puis il y a un autre avantage aussi qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, une machine comme ça, avec un correcteur d'assiette confort, ça va permettre autant à un grand gabarit de le prendre avec le correcteur d'assiette confort. Le jour où il la revend, il peut revendre à des petits gabarits, à des grands gabarits. Ouais. Nous, on a le choix d'avoir quelque chose d'automatisé. Donc sur le fait de monter et de descendre, mais un grand gabarit pourrait lui demander d'être figé en position haute par exemple. Ah oui. Par contre, on ne peut pas le figer en position basse. D'accord. Parce que par définition, la position basse, tu en as besoin quand tu es à l'arrêt. Oui. Donc si elle descend en dessous des 10 km/h, tu n'es pas emmerdé. C'est en dessous des 10 km/h que ça commence à... Okay. C'est 10 km/h où tu as la modification. Et donc quand je vais relâcher, elle va redescendre. Et voilà. Du coup, t'en fais un lowrider. En fait, on est une GS rabaissée. C'est un truc. Ouais, c'est ça. Bon après, ce qu'il faut se dire, l'avantage qu'on a là-dessus et pourquoi elle monte, elle descend, c'est surtout parce que si on est rabaissé quand on est à l'arrêt et qu'on veut venir la mettre du coup sur la centrale, ça va être impossible. La contrainte est hyper compliquée. Par contre, quand tu la laisses monter et que tu veux la mettre sur la centrale, c'est d'une facilité, c'est impressionnant. Ça fait partie des véhicules les plus simples à mettre sur centrale. Tu vois, je force même pas. Tout simple, tout simple. Ah, c'est incroyable, j'aime déjà cette moto alors que j'ai même pas encore piloté. Essaye de monter dessus pour voir, toi qui fais 1m72... 71. 71. Faudrait que tu essaies de monter dessus juste... On la redescend et puis tu vas voir tout de suite. Tu vois, à mettre et à défaire de la centrale, c'est génial. Ah, c'est fou, j'ai le téléphone derrière là. Tiens, je te tiens. Pour montrer au mec qu'un gabarit d'un 72, voire 71. Et ouais, je touche les deux yeux par terre. En sachant que tu es en selle classique. Oui, on peut encore aller plus bas. Et au plus bas, tu gagnes 2 cm avec la BMW, donc 2 cm, tu as déjà une bonne pointe au sol. Ah bah là, je suis bien là. Je suis comme sur n'importe quelle autre moto. En fait, à partir du moment où tu as tes 2 pointes, tu as toujours une pointe qui est un peu plus en appui que l'autre, c'est normal. Non mais regarde, là tu vois, j'ai le pied sur le cale-pied, l'autre il est à plat, la bécane elle est droite. Ça choque pas. Non, c'est un truc de fou, je te jure. Ça choque pas. Franchement, pour moi, c'est... Toi, t'as l'habitude, t'es grand. Tu pouvais... Mais après pareil, hein, moi j'en prends une avec les suspensions sport, machin, faites pour l'enduro, je suis sur la pointe des pieds. 89 cm de hauteur de selle, faut faire 2m10. Ouais. Non mais là ils ont vraiment fait un truc, ils ont répondu en fait à toute la gamme de personnes, tous les gens qui sont comme moi, 1m70, 71, c'est pas une moyenne mais presque, il y en a beaucoup. Et tu te dis, aujourd'hui tu peux acheter ça. Ouais. Et en plus l'option est pas si chère. Non, 520 € aujourd'hui, t'es pas forcé, je le précise parce que beaucoup savent le fonctionnement de BMW ou quand tu prends une option, t'as tout le pack qui vient avec.
Oui. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de facilité à faire des motos un peu plus à la carte sur la 1300 GS et GSA. Et en l'occurrence, la seule option dont le pack d'options qu'il va falloir pour avoir ça, c'est le pack dynamique, parce qu'il va te falloir quand même les amortisseurs électroniques, par définition, pour pouvoir avoir cette gestion-là. Mais aujourd'hui, tu peux t'en sortir avec une moto comme ça, juste avec le pack dynamique, tu t'en sors pour une moto aux alentours des 26. Dans ces eaux-là. C'est vraiment pas, c'est pas déconnant pour. Non, c'est pas abusif. Comme celle-ci. C'est pas abusif. Donc, en sachant qu'on est sur la dernière née, etc. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, tu peux te faire des énormes configurations comme celle qu'on a là. Et là, pour le coup, tu es sur des machines qui vont aller avoisiner les 33 000 €. Mais parce que voilà, nous, on s'est énervé. Voilà, on s'est énervé. Toutes les petites sacoches, la bagagerie complète, etc. Là, pour le coup, on a tout donné. Là, le but, c'est quand même de vous laisser le champ libre au niveau de la préparation. Pas trop autour. Voilà, et de pouvoir aussi en faire quelque chose de sympa. En triple black, elle sort quand même à combien? Ah bah celle-ci, on est sur une moto aux alentours des 30 000 €. Ouais. Voilà. Ouais, quand même. C'est déjà pas mal. Ah bah on est sur une belle machine. On est sur une belle machine. Dans le cul. C'est parce qu'on s'est habitué avec la M1000 à 40 000, c'est pourquoi 30 000 ça va. Ouais bah voilà, c'est ça. Allez, on l'a pas encore préparé. Non bah oui, bah c'est ça qu'il faut préparer. Ah, le tarot sera encore un petit peu plus élevé, mais là pour se faire un petit tour rapide de tout ce qu'on a en option, ouais ça c'est sympa. Hein. Pour le petit tour des options, en fait là-dessus on a parlé des selles chauffantes, etc. On a les poignées chauffantes qui sont d'origine, les feux additionnels qui sont d'origine. On va retrouver aussi tout ce qui va être régulateur de vitesse avec une particularité qui n'est pas négligeable. On va ressentir tout de suite du coup l'impact de la voiture sur Motorrad. Ça va être toute la partie radar. En fait, on va avoir dans nos rétroviseurs, juste ici, des petits triangles. C'est littéralement nos capteurs d'angle mort. Donc on a capteur d'angle mort, on va avoir un avertisseur de collision arrière. Ah, t'arriveras pas à faire la mise au point. Alors si, regarde, si je la coupe, hop. Voilà. Ah, ça y est, on l'a vu. Donc tu as capteur de collision arrière, donc là on a vu ça clignotait jaune, donc là pour le coup ça va te donner l'information si tu as quelque chose sur ton angle mort. Ouais. Par contre tu as aussi un radar à l'arrière qui lui va te permettre de savoir en fait si jamais il y a quelqu'un qui arrive trop fort derrière toi et ça va clignoter rouge. Là en fait le but c'est attirer l'œil vers le rétro pour voir en fait le danger arriver et pouvoir s'extirper avant de se faire taper dans le cul. Et derrière ça flash aussi pour dire regarde attention, fais gaffe, je suis là. Non, t'as pas ce principe là, t'as toujours tu sais les warnings qui s'activent automatiquement, etc. en freinage d'urgence. Là le but c'est vraiment toi de vite t'extirper. Donc d'accord, mais au moins ça te fait un signal. Exactement. T'as un boulet qui arrive. C'est ça. Donc régulateur adaptatif, on en a parlé, on a le freinage d'urgence sur cette machine. Ah ouais. Et ouais, parce qu'en fait, vu qu'on a une moto qui est quand même équipée du télélever, donc on a un freinage à plat qui est réparti, couplé, etc. En fait, la moto peut se permettre de venir freiner à 60% de son freinage effectif. Le reste, ce sera à ta main de le faire. Ouais. Mais par contre, tu peux avoir certaines situations où la moto va te sauver parce que t'as pas fait gaffe, t'as regardé ton écran parce que je sais pas quoi, ou ton téléphone parce que tu te demandes si t'as pas raté ta route. Ouais. Le mec il pile devant toi, la moto elle pile. Donc ça peut surprendre, c'est réglable. Parce que toi, ah bah toi si tu t'y attends pas, en effet, j'espère que tu tiens le guidon quoi. Ouais, parce que si elle freine et que tu tiens pas le guidon, tu tiens jamais vraiment ton guidon fermement tout le temps. Bah c'est ça, c'est ça. Tu vas venir te bouffer le pare-brise. Ah bah c'est ce qui va se passer, oui. Ouais, dans le pire des cas, ouais. Vaut mieux bouffer le pare-brise que de bouffer la bagnole à 100. Bah j'ai envie de te dire, dans les deux cas, tu vas manger le pare-brise. Ça dépend de la force à laquelle tu vas le prendre quoi. Ouais, je préfère bouffer le pare-brise d'une force de freinage que de bouffer le pare-brise à 100 km/h. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc ça c'est un des avantages, régulateur de vitesse adaptatif, on l'a dit. On a le line assist, ça c'est le truc que personne n'aime dans les voitures, le fameux truc qui te force. On l'a là-dessus. Mais comment ça marche? Alors c'est de l'impulsion au freinage. En fait c'est comme si je venais mettre un coup de doigt sur ton frein, juste pour avoir un petit... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça se désactive ça? Ça se désactive. Très bien. Et ça se désactive une seule fois. C'est pas comme dans les bagnoles où à chaque fois que tu montes, à chaque fois il faut le désactiver. Ça tu fais ta configuration de base, tu dis ok, le freinage je le veux bien, par contre le line assist je le veux pas, tu fais ton truc une fois, terminé, on n'en parle plus. Ouais, parce qu'après sinon c'est interminable. Dans les bagnoles, ça rend fou. C'est pour ça que je roule dans les voitures des années 90, je suis pas emmerdé. Bah ouais, tu m'étonnes. Je l'ai vu ta petite BM, elle est sympa. En moto c'est encore pire parce que t'es plus voué à
à venir te faire de l'interfile ou à faire les lignes et tout. Ouais, là je savais pas qu'ils avaient foutu ça là-dessus. Ouais. Donc c'est. Le principe de fonctionnement est bizarre quoi. Le petit coup de frein pour. Alors c'est pas choquant non plus. Tu dois juste le sentir. Voilà, tu sens qu'il se passe un truc. C'est le but. C'est vraiment le but. C'est interpeller. C'est pas de te faire une frayeur. Quoi. Parce que je parlais du freinage d'urgence, mais tu peux désactiver le freinage d'urgence et venir mettre une impulsion. Ouais. Même principe, comme ça freine pas, mais ça te dit attention, t'arrives vite sur la bagnole de devant quoi. Histoire que tu puisses réagir rapidement. Le but étant quand même tout le temps de pouvoir te prévenir d'un certain danger et de pouvoir réagir le plus rapidement possible quoi. Donc voilà un petit peu pour ces différentes choses. J'ai dit régulateur adaptatif, freinage d'urgence. Capteur d'angle mort. Le petit SOS. Ah, le petit SOS. Il va tirer l'œil. Oui, bah ça, pareil, ça fait partie des pièces qu'on a d'origine maintenant sur cette machine, qu'on retrouve d'origine sur pas mal de nos motos d'ailleurs. Si on a une finition pro, on l'a, à part sur des mécanes comme le M1000RR, etc., parce que le gain de poids est nécessaire. Oui. Donc bon, ça en fait, ça va être appel d'urgence intelligent, automatique, sur le capteur gyroscopique, la moto tombe, elle capte l'angle, elle lance l'appel. Donc là en fait même si tu la fous tomber à l'arrêt ou un truc comme ça. Tu tombes à l'arrêt, tu t'es peut-être pété la jambe. Ouais. T'en sais rien. Donc en fait dans le doute, dans les 15 secondes, tu as le centre d'appel de BMW qui prend l'appel et qui va en fait te parler directement depuis ici. Donc en fait tu as une carte SIM, un micro, un haut-parleur, tout ça intégré dans ce petit boîtier. Exactement. Carte SIM sans abonnement, je le précise. Et en l'occurrence, ça va te permettre dans les 15 secondes, et quand je dis 15 secondes, c'est 15 secondes, je l'ai déjà essayé dans un rond-point avec une RT, j'ai pas eu le temps de me relever, que tu entends déjà quelqu'un qui te parle, t'as l'impression d'entendre des voix, tu vois. donc 15 secondes pour savoir, prendre des nouvelles, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce qu'il faut envoyer les secours, etc. Si jamais tu leur réponds, pas de souci, ils vont faire comme les pompiers, nous allons mettre fin à l'appel, et pas de souci, tout va bien. Et si t'es acteur d'un accident devant toi, tu peux l'activer. Exactement, parce qu'en fait, toi tu as commencé en l'ouvrant, donc en fait si tu l'ouvres, en effet c'est si tu es acteur d'un accident. Tu peux avoir un pote qui roule sur une Yamaha, ils ont une obligation d'aide à la personne, c'est pas parce que le mec n'est pas BMiste qu'ils vont pas venir le sauver. Non mais c'est clair. Donc le but étant, autant pour les motards, bah bien sûr, c'est ça. C'est ça, en fait si tu veux, c'est une phase de filtrage pour pouvoir dire ok donc là il y a vraiment un accident, faut qu'on envoie quelqu'un et en fait ils prennent les données de la SIM au niveau GPS, géolocalisation et ils envoient directement. Donc t'as pas besoin d'aller chercher ta borne kilométrique etc. C'est incroyable. Ça c'est génial. C'est un truc de fou. Ça à mes yeux, je le dis depuis que j'ai commencé à travailler dans la moto, ça devrait être comme l'ABS en 2013. Ça devrait être obligatoire sur toutes les motos. Ça devrait pas être une option. Tu l'as que sur la GS. Tu l'as sur toutes nos machines. Ah, maintenant c'est sur toutes les machines. Tu l'as sur toutes nos machines. T'en as quelques-unes, la G310, etc. C'est des machines un peu plus d'entrée de gamme. Ou la M1000RR. Ça vient d'arriver là. Ah non, ça fait un moment déjà. Ah ouais? Ouais. Sur les 1250, on les avait déjà. D'accord. J'avais jamais vu, je connaissais pas. Autant sur les voitures, je savais que ça existait. Autant sur une moto, non. Mais du coup, c'est un vrai plus de sécurité, c'est indéniable. Aujourd'hui, tu vois un mec qui s'est bouffé un poteau en bagnole, tu lèves, tac, t'appelles, tu dis voilà, il y a un gars qui a eu un accident. Limite, tu t'arrêtes pas quoi. Oui. Tu restes à l'endroit où t'es juste pour qu'il puisse pin en fait l'endroit où t'es. Mais je veux dire, à part ça, sinon, t'emmerdes pas quoi. Ouais, ça c'est génial. Donc je te laisse appuyer sur le bouton que tu montrais. Donc ça c'est une des grandes nouveautés justement. On va avoir en fait ce bouton pour ouvrir un menu. Ce menu, il va nous permettre de gérer en fait, enfin de choisir ce qu'on veut gérer avec le bouton qui est ici. Ah oui. Donc on disait, tu vois tout à l'heure, bah typiquement, alors. Ah non, mais parce qu'on est pas en train de rouler. Non, parce qu'on n'a pas mis le. En fait, si tu viens mettre ça, hop, vas-y appuie. Ah oui. Et là, tu vois, là, tu as la gestion en fait, de ta distance de sécurité sur le régulateur adaptatif. Ok. Là, si tu viens par exemple sur la bulle, voilà, là tu vas faire la flèche vers le haut et là tu vas monter la hauteur de la bulle. Donc en fait, si tu veux, ça te permet en fait de venir choisir ce que tu veux venir gérer avec ces fameux deux flèches. Ah oui, et puis en plus tu choisis la hauteur vraiment où tu veux la mettre. C'est pas on-off, c'est pas bas et haut, c'est où tu veux quoi. Ouais, tu peux vraiment le faire de manière millimétrée. En l'occurrence, quand tu es au plus haut et que tu coupes ta machine, elle redescend au plus bas, toujours. Ah ouais, elle se baisse tout le temps. Ouais, elle reviendra à sa position de base. Il y a toujours dans ton cul. Voilà, toujours dans ton cul. Ça va pas changer. Le fameux DTC. Le DTC qu'on laisse, on va pas l'enlever. Hein, voilà, bah toujours, même principe, comme on avait dit avec le M1000RR. En fait, tu as toujours ta gestion de cartographie moteur avec le mode Dynamic Pro et Enduro Pro. Donc en fait, si tu as besoin d'avoir moins d'électronique, bah tu vas dedans et tu baisses ton électronique. Ça. Donc ça pareil, on ira se faire un petit tour dessus. On verra que c'est un peu moins fourni en termes d'informations, mais c'est normal. On n'est pas sur les mêmes utilisations. Le but étant quand même de pouvoir gérer son niveau de traction control et d'ABS et de pouvoir gérer sa puissance moteur. Au-delà de ça,
Il n'y a pas besoin Oui, sur une GS. On est sur un pur outil, pur couteau suisse. Le but étant de pouvoir avoir quelque chose sur lequel on a un petit peu la main, mais après ça reste une moto plaisir, moto voyage, etc. On n'est pas là pour aller chercher le max de performance. Non, bah non, c'est sûr. On cherche le confort et puis le plaisir de rouler. C'est ça. Donc là, toujours. Amortissement. C'est ça, gestion d'amortisseurs, enfin de la dureté des amortisseurs sur en mode dynamique ou en mode road. Ouais. Et en dessous, tu as la gestion de ta hauteur de conduite. Merde. Hop, voilà, parfait. Hop. Et hauteur de conduite, donc là c'est pour gérer en fait, on a notre pictogramme qui était là, donc on est bien en automatique, donc ça monte et descend de 3 cm en fonction de la vitesse. Et c'est là où en fait tu peux venir le bloquer, moteur allumé, venir le bloquer en position haute quand tu viens faire de l'enduro. Le but c'est de garder en fait une... Oui, parce que généralement si tu à basse vitesse, t'as pas envie que ta bacon elle descende quand tu fais l'enduro. C'est ça, et puis la garde au sol quoi. Ouais. Le but c'est vraiment de pas venir taper le bas moteur pour du rien. Alors après on a toujours le sabot moteur etc. Mais... Là, voilà pour ça. Type de chauffage. Type de chauffage pour gérer du coup, tu vois, flèche du haut c'est les poignées, flèche du bas c'est la selle. L'avantage, je vais te laisser valider la bulle. Ouais. Attends. Alors ouais, tu descends avec la molette. Ça. Ah la bulle pardon. Ouais la bulle, donc molette. Je vais y arriver. Tac, tac, et à droite. Voilà, parfait. Là tu peux sortir. Et en fait, dans le menu on avait marqué, il y avait un petit pictogramme où c'était écrit hold. Avec le bouton qui est ici. Donc ça veut dire qu'en fait quand tu appuies ici, tu gères la position de ta bulle. Ah, oui. Et si tu maintiens ici, tac, là tu viens passer sur un menu rapide pour tes poignées et selles. Et quand tu vas le relâcher, il valide et il repasse sur la bulle. Il repasse sur la bulle, d'accord. Donc ça te permet d'avoir un accès rapide sur la chauffe et en même temps de garder l'autre menu que tu avais choisi, amortisseur, bulle et autres. Et là, on garde pareil, hein, toujours, qu'est-ce que j'ai comme puissance au niveau de la poignée, au niveau des poignées chauffantes et au niveau de la selle. Et on en parlait tout à l'heure. Voilà, si tu viens valider, ça va venir s'afficher à droite. Hop. Niveau 2 pour le passager. Donc à droite pour le passager et à gauche pour le pilote. D'accord. Voilà pour ce petit menu-là. Donc ça, c'est le petit truc qui est un peu pratique quand même, d'avoir la possibilité de le maintenir. Et tu vois, après, je rappuie jusqu'à être dans le désactivé. Et voilà, et là, on est tout bon. Après pour le reste, sinon il n'y a pas énormément de grosses différences. On a notre bouton de contact qui est passé ici. On n'a plus le bouton ici comme sur les 1250, c'est une des petites différences. On a toujours une gestion des modes de conduite, donc même principe qu'avec le M1000RR, j'appuie une première fois, je rappuie pour confirmer mon changement de mode et je laisse le valider. Donc en enduro évidemment, attention au réglage DTC parce que plus de traction control. On a un mode éco, un mode pluie, un mode route. On retrouvera aussi le Dynamic Pro et Enduro Pro. D'accord. Voilà. Et là, on n'a plus moyen, il n'y a pas moyen sur celle-ci de choisir la puissance de tel truc. Tu peux gérer ta puissance moteur et ton niveau d'électronique. C'est ce que tu appelles pro. Ça, c'est les modes pro. C'est celui où tu fais ta petite comme le mode Race Pro qu'on avait sur le M1000RR, c'est le même principe. Ouais, c'est ça. Donc là, pour le coup, pour les autres petits trucs à savoir, ici, on a tout vu, ça n'a pas changé. Coupe-circuit, démarreur en dessous, mode de conduite, tout ça, c'est tout bon. De l'autre côté, même principe, il n'y a pas grand changement. Klaxon, clignotant, qui sont toujours en clignotant confort, se désactive automatiquement. Les gâchettes, le régulateur de vitesse, on en avait parlé aussi. Tac, j'appuie ici pour l'activer. Je règle, je désactive. On avait aussi parlé toujours le petit débattement qu'on a là pour venir le désactiver, ou frein, embrayage qui le désactive, ou alors je ramène mon petit bouton. Donc ça pour le coup, on connaît déjà un petit peu. On a toujours le menu vers le haut pour venir faire défiler les informations qui sont ici. Pareil, ça n'a pas changé. Et le menu vers le bas, toujours pareil, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. On a les réglages téléphone, média, navigation, tout ça pareil, comme sur le M1000RR. Et on a toujours la partie mon véhicule avec les informations du véhicule, pression de gonflage à l'arrière, à l'avant qui s'initialise au bout des 10-15 premiers mètres, besoin de service, message d'erreur, est-ce qu'il y en a, température d'eau, check de l'huile et voltage de la batterie. Et si on continue, on a toujours le trip 1, le trip 2, les pressions de gonflage de pneus, 2.9, 2.5, le service à échéance qui est bien dans 1000 km pour venir faire le rodage et les messages check control pour garder en mémoire les différentes problématiques qu'on pourrait avoir sur la machine. Et du coup, on en parlait aujourd'hui, 1300 égale affichage sport. Ah, génial. Et celui-là, on le connaît. Ouais. Parce que c'est exactement celui qu'on a sur le M1000, exactement. Donc utilisation de notre traction control, le contour, la partie graduée pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la chauffe du moteur, angle actuel, angle max pris à gauche, angle max pris à droite et efficacité de freinage. Donc tout ça, pareil, on avait déjà fait notre petit point, ça nous permet quand même de récupérer les datas, etc. Du coup, tu as tes datas encore derrière, malgré avoir
C'est pas une moto de sport, mais tu peux... Bah, en fait, c'est pas une moto de sport, mais c'est pour ça que nous on l'appelle le couteau suisse. Aujourd'hui, cette machine, elle est bonne dans tout. Elle est bonne dans tout. C'est pas la meilleure moto dans toutes les catégories, mais tu peux la mettre facilement sur le podium en deuxième position, quoi. C'est fou. Donc c'est ça qui est génial. Moi, j'avais fait une formation cool, BMW, on est allé poser le genou avec des 1250 GS Adventure. Et Bah ça oui, le fait, hein. ça le et, fait. pas sur des circuits avec un asphalte spécifique. On était sur un circuit route, voilà, à Ferté-Gaucher, à côté de Paris. C'était hyper sympa. J'imagine. Ah ouais, bah c'est rigolo. Quand tu te dis va poser le genou en GSA, c'est marrant. Tu te dis bon, ah bah d'accord, allez, si on demande. Donc non, c'est bien en effet, c'est bien le pur exemple que même avec une partie chic qui pourrait paraître être faite pour autre chose que pour justement de la performance, bah en réalité tu peux poser le genou avec ça, c'est sûr. Si je l'ai fait avec le GSA en 1250, c'est que celle-là, à mon avis, il n'y a pas de problème. En plus, tu as un meilleur ressenti de l'avant, donc ça doit être encore mieux. Et pareil, quand tu poses la question aux formateurs BMW, ils nous disent la moto-circuit qu'ils préfèrent rouler, c'est les K1600. Donc 6 cylindres en ligne, grosse routière, ils aiment bien aller poser les valises dans les virages. Enfin, tu te dis, c'est bien la preuve qu'au final, t'as pas besoin en fait d'avoir une S1000 RR pour prendre du plaisir. Oui. En soi, le mec qui prend une petite citadine toute légère, il peut prendre un kiff de dingue. Ah bah c'est clair. C'est ça, moi il y a toujours une phrase que j'aime beaucoup, c'est tu prends beaucoup plus de plaisir à rouler vite avec quelque chose de lent que de rouler lentement avec quelque chose qui va vite. Mais c'est exactement ça. Bah ouais. Parce qu'en réalité, t'as l'impression d'être taquet, mais en fait, la bécane ou la voiture a tellement de marge au niveau de puissance. Alors que quand tu commences à côtoyer la limite de quelque chose où t'arrives à la limite assez rapidement, là tu prends vraiment du plaisir. C'est vrai. Tu commences à sentir un truc. Vrai, hein. J'ai toujours pris plus de plaisir avec des bécanes plus lentes qu'avec des motos. Ouais. Puis c'est une histoire de prise de risque aussi, c'est toujours la même chose. Bah ouais. Tu te dis, bon là, à la limite, je vais peut-être pas mourir si je tombe. C'est ça. Voilà. Je peux atteindre le max. Alors. Voilà, exactement. Ah là, c'est au max là. Là, t'es en position de conduite. Putain, ouais. T'as vu la différence qu'il y a ? Là, c'est relou là. Ouais. Que là, t'as beaucoup plus d'appui, puis si je me mets sur un pied, voilà, bah t'es sur un pied. Là, ouais, t'es bien. Non, c'est top. Hein. Ouais, t'en fais un lowrider. Ouais. Ah, mais c'est ça. C'est le type de moto qui me plairait bien. Non, mais c'est génial. Et puis pareil, ceux qui roulaient en 1250 avec un kit de surbaissement qu'on avait avant, qui étaient des kits de surbaissement mécaniques, eux, ils ont toujours eu un feeling de conduite de moto surbaissée. Oui. Ça, c'est la grosse différence. Aujourd'hui, quelqu'un qui roulait en kit de surbaissement, il va pouvoir découvrir ce que c'est le comportement de la partie cycle d'une GS qui est à hauteur normale. Exactement. Bon, bah, merci beaucoup, Antoine. Avec Encore plaisir. une super présentation Avec d'une super bécane. On se retrouvera certainement dans le futur. On sait pas, on dit pas pour l'instant, on sait rien du tout. Une possible autre machine. Il y a pas mal de machines, puis il y en a encore des nouvelles qui vont arriver. L'année 2025 va être bien garnie, donc ça va être chouette. Il y aura de quoi se faire plaisir et en tout cas faire plaisir aux personnes qui vous suivent. Donc, Ouais, ça va être top. Donc vous pouvez retrouver Antoine et puis tous les autres vendeurs de chez Elise 69. On est au 58 chemin de la Bruyère à Dardilly. Donc c'est juste à côté de Lyon, il y a le pôle moto, il y a plusieurs concessions tout autour, il y a toutes les marques. Vous demandez Antoine, hein, c'est encore plus avec simple. plaisir. Je veux voir Antoine, comme ça si vous voulez acheter une bécane, que ce soit une GS, une 90, une S1000, parce qu'il y a une nouvelle S1000 RR hein, qui est juste là, qui vient d'arriver. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la concesse, du Instagram, vous avez l'adresse directement en description. On va sortir la bécane, je vais m'équiper et on va faire le roulage, enfin je vais faire le roulage et puis je vais vous donner directement mes ressentis au guidon de cette GS. On a à peu près 1 heure de route, donc ça va vraiment me permettre de la tester, voir ce qu'elle donne et puis de vous donner mes ressentis. Petit résumé à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on quitte Elise 69. On a encore passé un super moment avec eux. J'ai Thibaut qui est devant avec la voiture. C'est lui qui va vous faire les plans, hein. C'est lui qui fait les plans. La caméra est scotchée sur la boule d'attelage. Et puis moi, qu'est-ce qu'on a? Il fait un peu froid là aujourd'hui, mais pas extrêmement, on est mi-février. Et du coup ils disent qu'il fait 15 degrés. J'ai un peu le doute là-dessus. On a surtout un peu de vent et pas très beau. Allez.
Bon, déjà, premier ressenti, juste au démarrage pour partir, c'est vraiment une moto qui me faisait un petit peu peur par rapport à sa taille. Et là, on est quand même sur une moto qui est basse. C'est quand même assez incroyable pour le souligner. Et ben, je me sens relativement confiant. C'est quand même fou. Moi, je vais monter la bulle parce que... Ah, incroyable. Je vais monter la bulle, il n'y a plus de perturbation, vous ne sentez plus le vent sur le casque. Je suis sur mon casque Ruroc et ce casque-là, en fait, on est sur un casque qui est vraiment pas adapté pour la haute vitesse. Enfin, il fait un bruit de fou. C'est un casque qui est pas top, c'est le Atlas 2.0. Et il siffle dans tous les sens, c'est pas le meilleur des casques, hein. J'ai pris celui-ci ce matin parce que c'est celui qui collait un petit peu plus avec le style de cette moto pour vous faire des plans de roulage. Mais clairement, c'est pas le meilleur casque qui ait pu sortir. Pour le premier kilomètre, là on a fait... Ouais, j'ai pas fait beaucoup de bornes. Je peux vous déjà donner mon premier ressenti, et c'est celui qui me saute le plus, c'est cette sensation de sécurité qu'on a sur cette moto. On est haut, ce qui nous permet déjà de voir par-dessus les voitures. Là, par exemple, je vois par-dessus la voiture de Thibaut qui est juste devant. Donc ça nous permet déjà de voir potentiel freinage au-delà. Donc ça, c'est pas négligeable déjà. Mais on a vraiment l'impression qu'elle est sur des rails. On a une sensation où la moto est sur un rail. On n'a pas de louvoiement, même à j'allais dire haute vitesse. Je suis monté à 140 km/h maximum. Comme beaucoup de bécanes, hein, c'est une vitesse relativement normale à atteindre. Mais on n'a pas la sensation en fait d'avoir une moto qui fait 260 kg. C'est surtout ça. Alors on est sur des pneus mixtes, on n'est pas sur des pneus qui sont faits exclusivement pour la route. Ça veut dire que je peux sortir des sentiers battus et puis aller faire un petit peu de chemin. Pas forcément du franchissement, parce que pour faire du franchissement, il nous faudrait surtout des pneus à crampons pour que ce soit très efficace. Là, c'est pas le cas, on les a pas. Mais au moins, on va dire, allez, tout possesseur de GS aujourd'hui pilote sa GS à 90 ou 95% sur route, hein, je suppose. J'ai pas vu beaucoup de mecs faire du franchissement avec ce type de moto, parce qu'il y a quand même plus adapté pour faire du franchissement. Mais si vous devez le faire en sortie entre copains, faire un bivouac ou des trucs comme ça, bah là c'est parfait. On est vraiment sur la moto qui est faite pour ça. Alors là on va voir, parce que du coup je vais ralentir, vu que j'arrive au péage, et je devrais sentir la moto sous les 10 km/h s'abaisser. Alors ouais, effectivement on le sent un petit peu, on sent un peu qu'elle s'abaisse. Et là j'ai mes deux pieds au sol, alors qu'en temps normal, j'aurais pas mes deux pieds au sol. J'ai oublié le télépéage, donc je vais devoir me faire chier avec le ticket. Alors c'est le paiement, donc ça va. Allez, la petite marche sur le côté qui va bien. Allez, hop. Parfait. Et on repart. Bon, ça se fait très bien. L'arrêt au péage, parfait, il n'y a pas de souci. On va se rapprocher un petit peu. Alors, du beau petit plan qui va bien. Voilà, là par exemple toutes les aspérités que je viens de passer, je les ai absolument pas senties, mais quand je vous dis absolument pas, c'est qu'on ressent même pas une petite secousse. J'ai l'impression d'avoir, vous savez, les amortisseurs qu'on a chez Citroën, sur les voitures, hein, bien sûr. On a une sensation qui est de flottement, de tapis volant, et ben j'ai exactement la même chose. C'est assez déroutant parce que on sent la route, ça y a pas de souci. Vous sentez la route sous les roues, vous sentez le comportement de la moto. Mais ça vient casser toutes ces petites merdes là qui sont chiantes, qui viennent vous taper dans le guidon, etc. Là, il n'y a rien. C'est incroyable. J'avais freiné, donc je peux me remettre mon régulateur. Et alors, le régulateur, c'est sympa, il est sur la gauche, là, sur le commodo de gauche. Vous voyez, ça a affiché 137 km/h sur le compteur, hein, ici. Mais du coup, j'ai un petit taquet. Et je peux monter ou descendre la vitesse
vraiment pour me caler comme je veux et puis ne jamais toucher à l'accélérateur. Il y en a qui me diront ça fait un peu gadget. Quand tu es sur autoroute comme moi, ça évite d'avoir à gérer trop de choses. L'accélérateur, c'est pas dur à gérer. Mais quand vous avez du monde, ça vous permet vraiment de garder la même vitesse tout le long, d'avoir une vitesse constante. C'est ça qui est sympa. Voilà, j'ai rien devant. Je vais baisser un petit peu la vitesse. Je vais me recaler à 130. Voilà, je vais absolument pas toucher à l'accélérateur. Par contre, en touchant les petites moulettes, ça me permet de descendre la vitesse. Autre chose aussi, c'est que quand vous arrivez derrière un véhicule, comme là le camion, on a la vitesse donc, qui va s'adapter par rapport au camion, mais si tu veux doubler, c'est assez chiant parce que ça te met un à-coup. Donc ça va baisser la vitesse, tu vas accélérer derrière pour pouvoir le doubler. Pour éviter ça, tu mets un coup de clignotant, et en mettant le clignotant, la bécane elle sait que tu vas doubler, donc elle va garder la vitesse même si tu t'approches du véhicule. La moto s'adapte directement, comme un régulateur de bagnole, hein, c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose, mais sur une bécane, c'est quand même assez déroutant d'avoir ce type d'accessoire, et à mon avis, tu t'y fais très très vite à ce genre de choses. C'est un peu le piège, c'est qu'après si tu veux retourner sur une autre bécane, qui n'a absolument pas d'électronique, c'est comme sur une voiture, tu te fais chier, après ça t'emmerde, il n'y a pas de ce genre de truc. Moi j'aime bien, j'aime les gadgets, j'aime tous ces trucs là, donc je suis content d'avoir ce genre de choses là sur une bécane. Pour tous ceux qui n'ont jamais conduit et qui n'ont jamais essayé un trail de ce gabarit, hein, que ce soit chez BM ou chez d'autres, bah, je vous conseille vraiment d'essayer. Je suis en train de basculer dans le côté du trail, moi c'est n'importe quoi. J'étais un fan absolu de café racer, j'ai dit que toute ma vie je roulerais en café racer, toute ma vie je roulerais très bas, toute ma vie ça me frotterait dans les virages. Et aujourd'hui je me retrouve sur un échassier qui fait 260 kg et que tu manies comme un putain de vélo. Bon, on n'a pas parlé là en roulage des modes, des différents modes. On est sur le mode road, le mode enduro qui supprime complètement le DTC, le traction control. On a le mode éco et le mode rain. Donc quand il pleut, en fait, ça permet simplement d'adapter le traction control et la puissance moteur. Ça veut dire qu'elle va pas te donner l'entièreté de la puissance si tu lui demandes 100% à l'accélérateur. Elle va pas te donner 100%. Elle va ajuster pour éviter que tu te foutes la gueule au tas, quoi. Donc ça c'est sympa. Bon, on n'a pas le mode sport normal, hein, c'est pas une sportive. Ce bicylindre, je ne connaissais pas, le 1300, qui vient de sortir du coup pour ce modèle 2GS, hein, qui est tout récent, hein, ce modèle. Et ben j'avais encore... Enfin, j'ai les mêmes sensations que sur les anciens Boxster. C'est pareil. C'est un flat, en bicylindre, c'est normal. On est quand même sur un bicylindre en 1300, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est... Bon, ils ont fait plus gros, hein, chez BM, il y a le 1800 avec la custom. Mais... Enfin, les R18, pardon. Mais ça ouais, ça fait... Je suis pas dépaysé. Moi qui viens des anciennes BMW, des anciennes série R. Voilà, on est aussi sur une série R, hein, toujours. Ça n'a pas changé. Mais on est ouais, sur un moteur qui est complètement différent en termes de couple. Le couple est là tout de suite, très bas. Comme vous avez vu aussi, on n'a pas mis beaucoup d'options. On l'a quand même pris en triple black. Triple black, c'est déjà une option en elle-même. C'est ce coloris tout noir avec le réservoir brossé qui est plus joli que le modèle de base où le réservoir il est classique. Et en fait, on a pris la triple black parce qu'elle avait ces fameux amortisseurs qui montent et qui descendent quand tu es à faible vitesse. Et par exemple, on a le pare-brise qui est transparent, ça je vais le teinter en noir, hein, pour être sorti avec le reste. On va lui faire un kit, on va lui faire un covering, kit déco complet sur la moto, mais vraiment complet, tous les éléments. Après l'échappement, et on va voir pour quelques surprises supplémentaires. Ça, je vous en parlerai le moment venu. On est sur la vraie route de campagne, bien merdique. Ça c'est bien ce qu'on a autour de chez nous.
cette route, j'ai l'habitude de la prendre en bécane. Il y avait un nid de poule énorme, heureusement que je ne l'ai pas pris, sinon je pliais la jante en deux. Là, on a une petite voie ferrée. Ouais, très bien. Bon ressenti. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas frappé. La bécane n'a pas frappé, c'est ça qui est génial. C'est que dans le guidon, j'ai absolument rien ressenti, pourtant la route elle est vraiment pourrie là. Ouais, les pastilles qu'on a de partout. Ça c'est chiant. Bah, même à faible vitesse, hein, putain, tu sens quasiment rien. Et pourtant, en termes d'amorti, on peut dire que je suis un expert, hein, parce que on a un site dédié aux amortisseurs moto, donc je connais beaucoup de marques. J'ai pu essayer beaucoup d'amortisseurs. Et là, pour de l'amortisseur d'origine, bah, laissez-moi vous dire que c'est incroyable. Ah ouais, il y a une aide de démarrage en côte. Tu le sens, il y a un truc qui s'active. Tu sens qu'il y a un truc. Ah là, je suis pas, putain, c'est incroyable hein, la sensation que j'ai. Ah voilà, il y a un petit logo qui s'est allumé, et à mon avis, c'est ce logo-là qui te dit, je l'ai vu en haut à gauche, qui te dit, bah là, je t'aide, t'as une assistance au démarrage en côte. Bon, c'est clairement pas le genre de truc que j'aime. J'aime pas être assisté sur ce genre de choses. Allez, là, on est dans le village, route vraiment pourrie, et ça y va vraiment sans souci. Enfin, heureusement que ça y va, mais là c'est la sensation surtout. Bon, maintenant à froid, je vais vous en parler. Ça fait quelques semaines qu'on a la GS, qu'on a testé cette GS. Je vais faire court parce que là ça fait quasiment 1 heure de vidéo. Je suis en train de faire le montage de celle-ci. Et je voudrais juste vous dire quelques petites choses sur cette bécane. Déjà, c'est une bécane qui est extraordinaire. On est en train de la préparer en ce moment, mais on ne va pas vous montrer tout de suite. C'est dans d'autres vidéos qu'on va vous montrer ce qu'on va faire sur cette bécane-là et toutes les surprises aussi qui vont arriver là-dessus. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-nous aussi le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous parce qu'on voit qu'il y a énormément de personnes qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. Ça ne vous coûte rien, vous cliquez sur abonner. Si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté d'abonner. Ça vous enverra une petite notif sur votre téléphone ou sur votre PC pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Et bien, cette année 2025 va voir énormément de choses dans notre atelier. Vous nous reprochez régulièrement de faire gagner que des motos, de ne pas faire de prépa. Bon, déjà, on fait des motos qu'on prépare. On les prépare plus ou moins fortement, je vais dire. Donc, il y a des prépas, il y a des grosses prépas, il y a des prépas un petit peu moins poussées. Et c'est normal puisqu'il y a ce fameux contrôle technique pour l'instant qui n'est pas très agressif, mais qui va le devenir malheureusement. Et pour que ces motos qu'on fait nous en atelier puissent continuer à rouler dans 5 ou 10 ans, eh bien il faut déjà commencer à les adapter à ce contrôle technique qui nous emmerde ni plus ni moins. Il ne faut pas cacher les mots, ça nous emmerde grandement. Il va y avoir beaucoup de prépas qui vont arriver en atelier, pas forcément à gagner, ça va être des motos qu'on va faire rien que pour nous. Et vu qu'on les fait pour nous et que nous on en a rien à foutre du contrôle technique, eh bien on va faire des bécanes de dingue en atelier. Donc vous allez voir toujours des motos qu'on va préparer, qu'on va vous faire gagner. Et à côté de ça, de la préparation pure, parce qu'on sait que vous aimez ça et vous nous suivez surtout pour ça, pour la grosse préparation. Donc on va continuer à vous faire plaisir, à faire de la préparation, à faire des vidéos tutos de montage de ci, de ça, des vidéos de présentation de produits, etc. Parce que vous êtes friands de ça, vous nous en demandez beaucoup sur Instagram et sur YouTube. Et en parlant d'Instagram et YouTube, tous les liens sont dans la description pour vous abonner à notre Facebook, à notre YouTube. YouTube, on est déjà à plus de 38 000 abonnés. Sur Instagram, on va passer les 40 000 abonnés. Sur Facebook, je ne sais même plus, un peu plus de 20 000 sur le shop et un peu plus de 40 000 sur l'atelier. Donc voilà, continuez à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Mettez-nous aussi un petit commentaire, savoir si vous allez... pourquoi pas craquer pour une 1300 GS Adventure ou 1300 GS normale. Si vous allez en essayer une en concession et si vous êtes allé en essayer une, eh bien donnez-nous votre ressenti directement en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Florian de French Moto. Ciao, ciao. C'est sympa. Hein. C'est pour avoir une position plus haute quand tu es en enduro, quand tu es debout, bah
Pas avoir à chercher ton frein super bas, bah là il est directement sous ton pied. C'est pratique, c'est très bien pensé. Dodge Qualitat.